présenter mon petit sommaire là. J'ai bidouillé. Donc c'est la présentation de ma profession, hein, ce que je suis en train de faire. Je vais à l'arrivée avec les placements abusifs, ce que tout le monde connaît. Là, je vais parler de mes constatations en tant que policier peu pour les placements abusifs. On va dire que c'est plutôt une expérience personnelle en tant que policier, de parents, parce qu'on s'attaque à moi aussi, on s'attaquait à mon fils pour arriver à me détruire comme on le fait pour vous, quoi. Ensuite, donc c'est mes observations sur le dossier de Sandrine Ahuanto. Je m'occupe depuis 2 ans de son dossier, savoir qu'elle a été mise en examen, contrôle judiciaire, il y a une constitution partie civile pour ce qu'on a fait à sa fille, et puis il y a le côté familial, juge d'enfants, etc. Donc j'ai beaucoup appris, évidemment, parce que avant je ne connaissais pas la matière. Même en tant que policier, on ne se rapproche pas des juges d'instruction comme je l'ai fait, quoi. Donc déjà dans mon affaire personnelle, j'ai traité 2 dossiers en instruction, donc j'ai commencé à me spécialiser entre guillemets, et avec Sandrine, j'ai continué dans ce domaine-là et ça marche très bien. Alors on s'attaque quand même à des juges, on ne gagne pas, on récupère pas, bien sûr, surtout quand il y a une mise en examen, j'en parlais tout à l'heure, ces modes de ficelage qui sont opérés donc sur les gens victimes, sur les parents. Donc ensuite je vais parler des conséquences de ces placements que vous connaissez, mais je parle vraiment de mes après je vais parler des parents résistants que nous sommes tous et des pièges qui sont à éviter, quoi, ou comment être un peu plus costaud face à tout ça, quoi. Donc je parlerai de la mise en examen avec son contrôle judiciaire. Alors, il y a des petites choses, des articles à savoir, est-ce qu'on peut faire contre ça aussi, enfin en tout cas avec notre expérience avec Sandrine, comment résister à une mise en examen et surtout au contrôle judiciaire et la psychiatrie, etc. Et il y a moyen, on a fait l'expérience. Ensuite, donc je vais parler de l'internement sans consentement. Ça fait partie de la vie de Sandrine. Donc j'ai tout épluché récemment. Donc quand on lit ça, j'en ai fait des écrits, effectivement c'est plus qu'horrible, parce que quand on s'attaque à une personne comme ça aussi longtemps, et on le fait à pas mal de personnes, on est là pour la détruire et finalement la tuer, quoi. Et puis j'en arriverai à des solutions, hein, c'est pour garder l'espoir de ce qu'on fait. Il y a forcément des solutions, même face à un système, enfin c'est ce que je vois. Je suis très étonné de voir qu'il y a certaines clés dont personne ne parle, même certains juristes, les avocats, c'est évident. Je pense que j'en fais une conclusion quand même, c'est qu'on cache tout, quoi. Entre les juges, c'est évident, les avocats, c'est presque évident, mais il y a des gens qui se disent juristes ou des groupes qui travaillent dans le bon sens apparemment, mais je découvre des choses dans le droit ou dans le droit civil où finalement il y a quand même des choses à faire qu'on ne fait pas, quoi. Alors les parents en général s'y appliquent pas évidemment parce que faut pouvoir rentrer dans ce juridique. Et voilà, donc j'ai l'impression, alors c'est en toute modestie bien sûr, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelques clés. Et si jamais il n'y a pas de souci, vous me posez des questions ou vous contredisez si je suis à côté de la plaque. Mais j'ai l'impression, alors c'est que des pistes que j'amène, hein, c'est pas non plus une certitude à 100%, mais quand même je suis étonné de découvrir ces quelques articles qui nous obligent quand même, suite à un jugement, un placement ou ce qu'on veut, d'y réagir immédiatement face au juge. Et ce qui n'est pas fait, quoi. Ce que je constate autour de moi, ce que j'ai pas fait avec Sandrine à l'époque, il y a 1 an. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas non plus. Et alors, on va dire depuis 6 mois, je découvre quelques modes opératoires pour contrer ces fameux jugements qui sont complètement illicites, quoi. J'aborderai, oui, comme tu as dit Christophe, l'histoire des exceptions de nullité, dont j'ai fait l'expérience comme le fait Emmanuel, et qui, pour moi, ne sont pas fructueuses, mais après, on a le code de procédure civile qui parle de ces exceptions de nullité. Donc là aussi, réagir immédiatement pour anéantir ces fameux jugements
fait illégalement, déjà d'une part, mais après, vous avez plein de choses à retirer en vice de procédure, vice de forme, vice de fond, etc. Donc, pour vraiment annuler ces jugements. Et il y a un moyen de le faire. Donc, dans tout ça, je pense qu'on passe à côté de certaines choses. C'est presque une certitude pour moi. Alors, on ne peut pas non plus aller chercher les instances les plus hautes pour n'ayant pas fait aussi ce qu'il faut faire à la base. C'est comme ça que je le vois. Hein. Donc ça c'est personnel, mais je pense qu'il faut d'abord appliquer le droit français. Ça n'empêche pas d'y inclure du droit européen, international, ce qu'on veut. Mais déjà, nous, en tant que citoyens, on est complètement... on est dupés, je crois, dans la méconnaissance, et on passe à côté de certaines... j'appelle ça des clés. Donc ce sera essayé. Entre nous, on peut travailler, etc. quoi. Donc, voilà. Pour finir, j'ai quand même une proposition à faire dont je parle à certaines personnes depuis 3 jours. C'est des solutions un peu de flics, mais il faudrait monter des équipes simplement pour intervenir physiquement. Et ça, c'est par expérience aussi. Je pense que si on veut faire reculer les juges, avec leurs conneries, hein, tout simplement, il faut s'imposer physiquement. Enfin, quand je dis physiquement, je ne parle pas de descendre avec les fourches, c'est pas ça, c'est d'arriver avec des actes légaux et les bonnes personnes, c'est-à-dire un avocat, un huissier, etc., et un flic, et minimum, et montrer ce qu'il faut montrer aux juges en premier lieu, puis voire même intervenir là où il faut pour récupérer les enfants, quoi, ou les empêcher de rentrer. Voilà. Donc moi je pense que j'ai de l'espoir parce que je le sens depuis 6 mois, je me dis qu'il y a moyen, dans ma position, je vois la réaction aussi de certains juges dans l'histoire de Sandrine à Clermont-Ferrand, je pense qu'il y a moyen, je suis tout seul jusqu'à maintenant, avec quelques personnes, groupes juridiques, groupes intervenants, avec des acteurs comme un avocat, un huissier, c'est de pouvoir faire quelque chose. Ou tout au moins essayer. Voilà. Si on n'essaye pas, je veux dire, on peut parler longtemps, comme on le fait. On parle beaucoup hein, sur les réseaux sociaux. Là pour moi, d'ailleurs, je vous remercie tous d'ailleurs de m'inclure dans votre groupe parce que je suis un flic quand même. Donc et oui. Donc et puis le caribou, je vois plus, je le remercie infiniment de m'avoir capté aussi, parce que je pense que j'ai peut-être une position qui peut rapporter. Mon fils, il a vécu l'enfer aussi, et moi avec, mais il a plus de 18 ans, donc je m'occupe des autres, comme je peux. Déjà, Sandrine, c'est un gros morceau, mais si je peux apporter autre chose entre nous, et même d'intervenir, comme je viens de vous le dire, alors là, ce serait super, quoi. Voilà. Voilà. Donc, je reviens à la première page. Et j'ai presque tout dit, en fait. Non, t'es pas passé l'essentiel. Je vous ai présenté ma carrière, aussi l'histoire personnelle à travers mon travail, c'est confondu, l'histoire familiale, en tant que flic, et puis bien d'autres personnes, évidemment. On essaie de détruire quand on veut vous atteindre. Alors, lanceur d'alerte, probablement déjà à cette époque-là, on est en 2009, je suis arrivé en Ardèche. Et c'est surtout qu'on a voulu me faire rentrer dans une fameuse franc-maçonnerie, que j'ai refusé tout de suite, mais spontanément. Il dit qu'il a refusé, mais c'est pas vrai. Hein. Non, il a l'étiquette derrière le dos. J'ai vraiment écarté du revers de ma main, j'ai dit laisse-moi ça tranquille, je n'ai pas besoin dans ma vie, quoi, et c'est évident. Et on m'a dit en réponse spontanée également que je me ferais jamais d'amis en Ardèche. Bon, mais tout ça j'avais oublié sur le moment. Et puis il m'est arrivé plein de situations curieuses, ça devenait du harcèlement. Mais le temps que je comprenne, il faut 2-3 ans, quoi. Mais dans le harcèlement de gens, là j'ai compris aussi que dans ces années où on vous harcèle vraiment et que on finit par s'attaquer à votre enfant, moi il y avait 8 ans et demi, on peut parler de complot, ce que vous voulez, enfin de mise en scène pour arriver à salir mon fils comme ils l'ont fait et forcément m'atteindre et même en perdre la garde éventuellement, etc. Nous me faire partir, quoi. Donc on s'attaque à votre famille, je pense qu'il y en a qui le vivent, qui l'ont vécu. C'est que quand on cible quelqu'un, c'est aussi en premier lieu s'attaquer à vos enfants.
à votre famille d'abord, en général votre femme ou le contraire, mais on s'attaque à vos enfants, quoi. Et jusqu'au point de vouloir les placer. C'était mon cas. La chose a approché, j'ai pas compris, mais heureusement, l'avocate qui m'a quand même escroqué a poussé un coup de gueule. Donc j'ai échappé belle. La suite, je ne peux pas la deviner, je ne sais pas comment j'aurais pu réagir face à ça. Mais on est vraiment dans cette Ardèche, et il y a d'autres coins de France qui sont sûrement pareils. Maintenant, même mieux, je pense que c'est vraiment généralisé, ce que j'ai connu en Ardèche. Là, on est dans les années 2009 à 2015. Et d'ailleurs, j'ai fait des observations au juge d'instruction, parce que j'ai amorcé, moi, à partir de fin 2014, un harcèlement de mon boulot, dénonciation calomnieuse contre la directrice d'école, donc qui était contre mon fils et contre moi, bien sûr, avec un signalement, etc. Et puis, il y a vraiment une collusion, moi j'appelle ça une mafia départementale. Enfin, j'ai dénoncé au juge d'instruction. Donc on a vraiment une entraide, enfin, tout est programmé. Enfin, c'est comme maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que ça part de moi dans la police, donc déjà harcelé, et les services sociaux approchent, enfin, l'éducation nationale, les services sociaux, et puis la justice. Donc la justice qui a des choses à se reprocher aussi à ce moment-là, un procureur en personne, qui après mes conclusions, après ma plainte, j'ai fait un complément de plainte, peut-être coïncidence, mais enfin ce procureur, un mois après, était parti aux Antilles. Voilà. Donc, et ça se passe souvent comme ça d'ailleurs quand vous dénoncez aussi bien la police que en justice ou dans les services publics. Ils effacent les traces, quoi. Celui qui est mis en cause, alors ça sert de dire la vérité, la preuve, c'est qu'on on les déplace même les juges, quoi. Donc ils partent. Alors, je vois l'exemple pour Sandrine, pareil, il y a 2 juges d'instruction qui ont été déplacés. Il y a eu des actions de fait un peu plus dures de notre part, une inscription de faux huissier qui a déposé une sommation interpellative sur le bureau de la juge des enfants à Clermont-Ferrand. Donc ça ébranle quand même le système, donc tout seul, quoi, à 2. Donc je pense que si on se réunit vraiment, c'est là qu'il faut garder de l'espoir, on va retrouver les enfants. C'est comme ça que je pense vraiment agir par cette force-là, quoi, avant tout. Alors oui, je parlais, je regarde mon programme, la collusion entre des institutions contre les parents, c'est évident. On a toutes les administrations qui sont en parfaite cohésion pour abattre les parents, placer les enfants, ce que vous voulez. Enfin, et c'est vraiment une persécution. Parce que là, on est toujours dans le droit, à discuter entre nous, avec eux, et on est dans la persécution, tout simplement, quoi. Ça n'existe pas en droit, quoi. On ne peut pas tricoter là-dessus. On devrait normalement, humainement et sauvagement, réagir autrement, quoi. Alors on le fait pas, on est quand même civilisé, mais on peut pas enlever les enfants comme ils le font, quoi. Il faut que ça s'arrête. Les placements abusifs, voilà, j'y arrive. Donc, il y a on reçoit des ordonnances ou jugements, des jugements en faux. Alors, vous le connaissez, tout ça, c'est les absences du contradictoire, les délégations de l'autorité judiciaire à l'ASE. Tout ce que je vous dis, c'est interdit, bien sûr, dans le code de procédure civile. Hein, alors, les codes, c'est de 82 à 96, je crois, et plus. Donc on est dans le code de procédure civile, où en fait c'est des violations de droit, tout simplement, quoi. L'absence de certaines conformités dans les jugements, hein, on les voit tout de suite, hein, pas de signature, pas d'avis parquet, pas de... alors je vais en venir après, il manque quelque chose que vous allez peut-être découvrir, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc ça c'est important. Sinon... et aussi l'ASE, dans ces placements abusifs, on constate qu'on veut avoir un contrôle absolu sur l'éducation de vos propres enfants, quoi. Et ça peut pas le faire, évidemment, quoi. C'est insupportable, bien évidemment. Ça veut dire que nous, en tant que parents, on devient plus rien du tout, quoi. Voilà. Les conséquences de ces placements, en général, il y a peut-être des plus favorisés, il y en a d'autres moins, je ne sais pas. Mais en tout cas, là aussi, des constats, c'est que on se retrouve avec des visites médiatisées, avec des visites au compte-gouttes.
c'est complètement insupportable. 1 heure par mois, c'est comme s'il n'y avait rien presque. Ou 2 heures, allez, je suis gentil, c'était 2 heures pour Sandrine au début. Ils ont réduit, on ne sait pas pourquoi, à 1 heure. Ça fait plaisir. Donc, c'est pas admissible, évidemment, quoi. Là-dessus, ça mérite une révolution aussi, quoi. Alors, le constat, c'est que on va vers des coupures de liens que des parents connaissent. Hein, c'est pas des coupures. Quand je dis des coupures de liens, c'est des par sanction, moindre prétexte, une vidéo. On sanctionne, un juge des enfants sanctionne donc le parent et on coupe les liens. Quand je dis qu'on coupe les liens, c'est qu'on coupe toute correspondance, toute communication. C'est-à-dire que déjà c'était au compte-gouttes pour les visites médiatisées, mais on se retrouve avec plus rien, plus de contact. C'est-à-dire que l'enfant a disparu, tout simplement. L'objectif de l'ASE, c'est évidemment d'emmener l'enfant vers une adoption. Alors on ne sait même plus ce qui se passe, les années passent, et voilà. Donc c'est la révolution pour ça aussi, ça vaut le coup. Voilà. Donc alors à savoir quand même que on a un principe, c'est du lien parental. Le lien parental est inaliénable. Donc on peut pas le défaire. Ça c'est on monte jusqu'à la Cour européenne, droit international. Et physiquement, on peut pas couper les liens entre parents et enfants, quoi qu'il se passe. Même s'il y a besoin d'aide pour certains, peut-être, mais non, voilà. Alors, en droit, certains ne le connaissent pas, j'ai remarqué, on en discute. Il y a là le droit international, il y a la CIDE, moi j'appelle ça la CIDE, mais il y a des droits qui sont très bien faits au niveau international, l'article 9, 18, etc. Donc interdiction de détruire les familles comme ils le font. On le retrouve aussi dans à la CEDH. Mais je trouve que à la CIDE, on voit vraiment c'est ciblé pour l'enfant, c'est fait pour ça. Donc tout ce qu'on nous fait, c'est complètement interdit par le droit international. Européen, évidemment. Hein, donc on a l'article 8, par exemple, de la CEDH, qui interdit toute destruction de famille comme ils le font, par exemple. Et après, en droit français, alors comme je vous disais tout à l'heure, c'est un code de procédure civile, ça part du 1181, 82 à peu près, et suivant. Donc on a tout ce qu'il faut pour batailler avec ces gens-là, avec le droit, quoi, normalement. Alors les pièges, je parle des parents résistants, c'est-à-dire que ce qu'on est tous, forcément qu'on s'expose à ces institutions, on s'expose à quoi? À des choses graves, tout simplement, pour simplement avoir répondu à une justice inopérante. Donc diffuser des vidéos, d'avoir fait un rassemblement, d'avoir manifesté, ça c'est pas vu, manifestation jeune. Alors les pièges, j'ai mis ça, ouais, éviter les pièges, les condamnations, évidemment, parce que quand on s'expose, et de droit presque d'aller dire ce qu'on a à dire, parce que votre enfant, il faut absolument déjà le voir, et puis peut-être l'emmener chez un spécialiste, et puis qu'il vous retourne la situation contre vous en créant une infraction pénale qui n'existe pas à la base. Il faut absolument, c'est ce qu'a fait Sandrine, elle a filmé. Et donc, avec des conclusions, donc elle est partie avec sa mère en 2021, donc en correctionnel, en plus du reste, en plus la coupure des liens, alors ça fait triple peine, on va dire, s'est retrouvée en correctionnel à Clermont-Ferrand pour des violences en réunion. Donc, ce qui n'a pas marché, j'ai fait des conclusions là-dessus, par-dessus une vidéo, et s'en est bien sorti et sa mère pareil, quoi. Ce qui veut dire qu'on peut faire des choses, des actions, mais il faut absolument se protéger, enregistrer, se filmer, et il y a s'exposer, oui, mais il faut le faire vraiment intelligemment pour pas se faire piéger, parce qu'ils attendent que ça pour vous enfermer, quoi. Ou vous faire condamner avec du sursis, mais on sait très bien que le sursis, il peut y avoir une deuxième condamnation, ils finiront par vous enfermer, quoi. Éviter toute communication. Alors ça, c'est vécu aussi, parce que dans les services sociaux, moi, en 2013, je les ai vus arriver là, en milieu de mes vacances avec mon petit, je partais, et les services sociaux m'écrivaient. Alors c'est vrai que les services sociaux, on voit les textes en première page, ils sont là pour nous aider, quoi. Ils sont là pour nous aider. Sauf que, franchement, moi, le flic, au milieu
au milieu d'une bourgade de 13 000 habitants, on était 50 flics ou 60. Là, franchement, j'ai passé un très mauvais été, quoi, parce que j'ai senti ce qui m'arrivait par la suite, j'ai vu, mais les services sociaux arrivent, ils arrivaient, c'était le milieu des vacances, alors moi j'ai donné un coup de fil pour dire je peux pas vous recevoir, je pars en vacances, donc on verra au mois d'octobre. Mais sympa, quoi, enfin, j'ai dit que je comprenais pas pourquoi ces services sociaux m'approchaient, et voilà, sauf que après dans mon profil, on m'a bien profilé, oui, avec ce qu'il faut, pour faire valoir comme quoi j'étais dangereux, enfin, etc. Et puis ce jour-là, pour dire surtout que j'avais gueulé au téléphone, etc. Enfin bon, bref. Tout ça, c'est des mensonges. Et pour tout le monde, il faut éviter de parler, de répondre au téléphone. Ça s'est répété pour moi en 2019, parce que j'ai eu 3 vagues comme ça contre moi et mon fils. Et à Nice aussi, puis après même à Poitiers où je me suis réfugié chez moi pour finalement recommencer la même, sauf que la 3e fois, j'ai dit je ne réagirai à plus rien du tout. Donc pas de expertise psychiatrique, pas d'investigation judiciaire à partir de la maison et plus rien. Et voilà. Donc, il faut éviter. Alors, j'ai répondu à plus rien du tout. Ça veut dire que si vous répondez au moindre coup de fil que j'ai reçu, par messagerie, des services sociaux, de tout le monde, c'est foutu parce qu'ils peuvent tout inventer derrière. Il faut absolument pas répondre, il faut écrire. Alors, écrire, c'est très bien. C'est-à-dire que ça vous fait déjà, pour vos dossiers, de la matière. Parce que s'il n'y a rien, vous ne pouvez pas vous défendre, mais au moins vous montrer que faut rester correct, évidemment, etc. Mais que par écrit, c'est clair. Sinon, c'est piégé. Donc, c'est facile de dire, d'envenimer, de transformer ce qu'on a dit, d'un moindre coup de fil, et après, ça y est, ils montent leur dossier. Par contre, il faut des rapports. Ce que je reproche d'ailleurs par rapport à la police ou la gendarmerie, c'est qu'au moins, même s'il y a des fautes de fait, vous signez en bas de votre page les auditions, etc. L'ASE font tout ce qu'ils veulent et vous n'avez même pas connaissance. Donc, c'est un monde extrêmement dangereux, évidemment, et tout le monde suit. Alors, on peut tout dire sur vous jusqu'à vous enfermer, vous interner, etc. Enfin, donc, c'est grave. Alors, voilà. Donc, je vais aborder, parce que ça, c'est les pièges un peu qu'on subit, quoi. Donc, en fait, c'est tout simple. On reçoit des pressions par rapport à vos enfants. On vous attaque. Alors, moi, j'estime qu'on m'a attaqué, c'est pour juste utiliser la justice comme pour m'attaquer, tout simplement. C'est mon gamin, comme beaucoup. Après, ils vont tout utiliser d'ailleurs. Ils vont dès qu'il y a une séparation, dès qu'il y a le moindre problème, vous voyez bien, on place vos enfants pour la religion, enfin, tout est prétexte, quoi. Moi, c'était vraiment ciblé, je crois, par rapport à ma fonction. J'étais déjà harcelé. Je sais des choses aussi qui datent. Donc, je suis quand même un témoin de choses graves dans ma fonction, au ministère de l'Intérieur, des choses d'État même. Donc, je pense que j'ai toujours été sur surveillance quand même pour pas que j'ai dans certaines choses qui pourraient éclater en France, dont je suis témoin déjà en 2002. Et ça suit. Après, il y a quand même des choses qui m'arrivent tout le long du chemin. Donc, je suis quand même un homme à abattre parce que je peux parler à tout moment, quoi. Et je parle quand même. J'ai monté un site, 2020. Où j'ai lancé pas mal de choses côté flic et aussi pour Sandrine, quand je l'ai connue il y a 2 ans. Donc, il y a toute la procédure de Sandrine qui est exposée. Alors, la mise en examen, bon moyen pour essayer de vous ficelage, muselage, voilà. Donc, on veut vous faire taire par tout moyen. Ça, c'est le but pour chacun. Parce que dès lors qu'on veut récupérer vos enfants, alors peut-être c'est une histoire de finances dans l'ASE, mais j'ai pas trop étudié tout ça. Mais après, il faut vous faire taire. Donc, c'est ce qu'ils essaient de faire, quoi. Alors, en premier lieu, dans une mise en examen, comme pour Sandrine, parce qu'elle a bougé, elle a fait des vidéos, d'autres sont plus résignées, on va dire, plus ou moins. Donc, il faut absolument faire taire le parent. Alors, avec une mise en examen que j'ai démontré, moi, avec ce qui a été fait avant cette mise en examen, dans une requête en nullité qui est dans la procédure d'instruction, on y voit clairement de ce qu'on peut lui faire en faux avant même sa garde à vue. La garde à vue elle-même, j'en parle, elle est faite en faux. Et c'est très grave.
C'est une détention arbitraire. Et je vais vous montrer aussi une détention arbitraire qui est encore plus grave, après, là. Donc, tout est fait en faux, mais là, justement, en violation complète des droits humains, des droits de la Convention européenne des droits de l'homme, du droit international, c'est-à-dire que tout le monde s'en fout de ce qui se passe au-dessus. Donc c'est difficile aussi d'informer là-haut parce qu'il n'y a pas de retour. On a quand même des gens qui sont enfermés illégalement et ils y restent. Voilà, ils y restent un mois internés par exemple, ou cette mise en examen qui aurait dû sauter évidemment avec une demande de clôture, ce qui n'a pas été fait. Au bout de 2 ans, enfin, tout est permis de la part de ces juges aussi, quoi. Alors le contrôle judiciaire au cours de cette mise en examen, c'est pareil. C'est un moyen de ficelage, de vous obliger, de vous soumettre, d'humiliation, parce qu'on vous demande aussi, parallèlement à la signature chez les gendarmes ou en poste de police tous les 15 jours, il y a aussi, il faut absolument aller, là, pour Sandrine, c'était la ZAVEP, alors ça dépend peut-être des villes, la ZAVEP, ça dépend de la justice, et là, vous venez vous réinsérer socialement. C'est-à-dire qu'ils nous prennent vraiment pour ils nous mettent plus bas que terre, c'est-à-dire qu'on est des pauvres gens par rapport à d'autres qui sont bien plus intelligents apparemment, ou avec moins de soucis. Ça veut dire que nous, on nous crée des soucis, mais on va faire admettre que on a des cerveaux de pauvres gens, quoi. Voilà. C'est ce qu'ils veulent faire de nous. C'est ce que je perçois. On nous humilie, on nous rabaisse, on vous enlève vos finances, et puis voilà, on fabrique quand même une couche sociale défavorisée, on la fabrique. C'est ce que je perçois. Alors dans mon métier, forcément, j'ai vu plein de choses. J'ai 37 ans, 37 ans d'administration. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. Donc en passant, je vous ai dit les Sercos, j'ai traversé la France. Donc j'ai vu pas mal de choses, quoi. Sans trop percevoir à l'époque le monde des enfants, etc. Tout ce que j'entendais dire, ce que j'ai retenu, c'est souvent il y avait des fiches de recherche sur des mineurs qui avaient fugué des centres de l'enfance. Ça, c'est ce que je me souviens dans les années 90 ou partout où je suis passé. Donc, avec le recul maintenant, parce que vous voyez, en tant que policier, nous aussi, on comprend pas tout, quoi. Parce que j'étais pas à la brigade de mineurs déjà, je m'occupais d'autres choses, mais c'était mon boulot aussi si je trouvais le mineur, c'est de le ramener. Mais je n'avais pas cette réflexion de me dire il y a un souci avec la ZEU, tout ça. Mais si, je me le dis maintenant rétroactivement, c'est que ces centres ne tenaient pas la route. Comment voulez-vous mettre à l'abri des jeunes pour mieux les éduquer, soi-disant, ou ce que vous voulez, ou les mettre en sécurité, puisqu'ils fuguaient tous les soirs. Et ça tombait tous les soirs. L'éducateur arrivait, oui, mais il y avait une banalisation, je sais plus où j'étais, à Tours peut-être, où en fait, oui, encore un qui s'est sauvé, mais il n'y avait rien d'alarmant. Voilà, c'est ce que je me rappelle. C'est tout. Voilà. Donc c'est quand même grave dans notre société, quoi. Et pour nos enfants, bien sûr. Alors, oui, à la contre-judiciaire, donc on ficelle au mieux les gens de cette manière-là. On leur a interdit de sortir du pays. Donc là, on est dans une atteinte de la liberté d'aller et venir des citoyens en faisant ça. Faut pas oublier que il y a quand même une présomption d'innocence en tant que mis en examen. Donc, il y a un contrôle judiciaire qui vient tout vous interdire. Sandrine a été interdite d'aller sur la commune où est sa fille placée. Donc, c'est une commune entière. Ça veut dire que on peut plus s'approcher de cette commune. Donc, c'est quand même une atteinte grave à la liberté des individus pour une mise en examen et surtout avec des infractions qui ont changé en cours de garde à vue, et ça, je veux dire, c'est interdit. On change pas, parce qu'il y a un magistrat qui a averti, c'est même lui qui donne les instructions pour pouvoir interpeller la personne. Donc déjà, il y a une notification des droits qui, en cours de garde à vue, ont changé des infractions qui se sont même aggravées, en mettant 3 d'ailleurs, au lieu de 2, et puis bien plus grave. Donc là, il y a quand même un truc qui déconne chez les gendarmes. Aussi, parce que ils sont au PJ, ils connaissent leur boulot, mais c'est un magistrat de Clermont-Ferrand qui donne les ordres, et ça suit. Donc tout est mis en œuvre avec un contre judiciaire pour interdire donc de sortir du pays
de ficeler ces histoires et d'imposer aussi la signature et d'aller se faire réinsérer avec une femme qui doit ou faire la morale ou je ne sais quoi. Enfin, je comprends pas trop le truc. Donc, ce que j'avais proposé à Sandrine, ça fait partie de mes démarches aussi de mon action actuelle, c'est de résister à ce qu'on peut résister. Parce que quand on soumet, tant qu'on soumet, on n'avance pas. C'est-à-dire qu'on se plie au système avec des choses qui sont mises en place, qui sont même pas cohérentes. Comme pour l'expertise psychiatrique, c'est la même chose. C'est deux moyens de contrôle de la personne mise en examen, la personne ciblée en tout cas, et histoire de la contrôler, de faire du faux aussi, de cumuler des dossiers. Je parle d'expertise psychiatrique parce qu'on le vit dans la police. J'en connais un, c'est Alain Devigne, par exemple, qui est à Grenoble, qui a dénoncé des choses graves aussi, là, qui datent. Mais donc, il y a eu pas mal de vidéos faites sur Alain Devigne, où il dénonce l'histoire de meurtre par des policiers, etc. Enfin, voilà, tout est politique. Et voilà, sauf que lui, on lui a fait peut-être une douzaine d'expertises psychiatriques. Il s'est retrouvé carrément réformé médicalement et puis éjecté. Alors moi, on a voulu me le faire une fois en 2013. Un coup de gueule dans un bureau parce que franchement, je suis un homme, je suis pas une machine. À force de me harceler, j'ai poussé un coup de gueule après mes officiers. Et puis direction, donc alors là c'est désarmement. Alors je suis gradé, peu importe, mais en même temps c'est une humiliation. Ils ont fait que ça, quoi. Je veux dire pour un truc qui était dit, hop, on vient me chercher entre les officiers et puis désarmement. Enfin, ça fait partie du harcèlement, quoi. Hein. Donc j'ai jamais tué personne. Donc, j'ai jamais agressé les gens avec mon arme, sauf que c'était un moyen dans la police pour harceler aussi. Ça fait partie du harcèlement, harceler les fonctionnaires. Quoi. J'ai atterri en 2013 je suis arrivé dans les mains d'un psychiatre qui finalement a pas été contre moi parce qu'il a dénoncé certaines choses dans l'expertise. Ouf. Donc, mon chef de service, quand je suis revenu, j'ai repris mon arme, mon service, et il est venu me dire que finalement il s'était trompé et qu'il voulait diminuer mes sanctions, parce que les sanctions, je veux dire, c'était de 5 heures d'audition, je ne sais plus combien dans la même journée, avec avec des accrochages entre les officiers et moi. Donc ça s'est mal passé, mais j'étais auditionné par un officier, 2 heures après, puis après 2 heures avec le chef de service, enfin, ça fait 6 heures. Vous arrivez en fin de journée, je peux vous dire qu'ils m'ont quand même torturé. La psychiatrisation, ils n'ont pas réussi. Alors quand j'ai fui Nice, parce que je ne veux pas tout raconter sur ma profession, mais quand j'ai fui l'Ardèche avec mon fils, quand je dis fui, c'est avec le JAF, bien sûr, et ça m'a suivi à Nice aussi. Au bout de 2 ans, j'ai été obligé de partir. Alors là, j'ai pris le camion de déménagement, j'ai fui, je suis parti à Poitiers, chez moi. Et voilà. Donc j'ai quand même fait une expertise de psychiatrie. Je m'y suis soumis parce que j'ai dit bon, je suis gentil. Et alors que je m'étais dit plus jamais, à l'époque déjà, parce que j'ai compris le piège. Et si je parle de moi là-dessus, c'est que c'est pour tout le monde. En tant que parent, c'est ce qu'ils font. Ils font la même chose pour tout le monde. Et on cumule les dossiers de cette manière-là. Alors tout ce qui est fait par l'ASE, évidemment, on ne le voit pas, mais ils cumulent des dossiers avec des profils complètement salis, quoi. Ça, c'est évident, pour arriver à faire ce qu'ils veulent de vos enfants. Pour en venir à Poitiers, en 2018, j'ai fait cette expertise que j'ai jamais pu récupérer, recommander, etc. Et que j'ai récupéré au moins, enfin, par un commissaire divisionnaire du ministère de l'Intérieur à Paris. Alors c'est pour dire que tout le monde n'est pas pourri, mais je pense qu'il y a des forces internes qui s'opposent. On a les pourris et des gens qui se taisent ou qui ont peut-être peur de mourir aussi. Donc ils agissent pas, sauf que là je l'avais rappelé une année après, et grâce à lui j'ai récupéré mon expertise de psychiatrie de Poitiers, qui finalement m'aurait permis de reprendre mon métier en mutation dérogatoire sur Poitiers, tout simplement. Alors qu'on m'a caché pendant 3 heures et demie quelque chose que voilà, on veut pas que je reprenne mon travail. Donc l'expertise de psychiatrique, pour revenir vraiment au niveau de l'ASE, enfin du monde des enfants, moi ce que j'ai à conseiller, et ça c'est propre à moi, mais sauf que je l'ai expérimenté avec Sandrine et ça marchait. Pourquoi? Parce que le contrôle judiciaire à s'y est jamais soumise.
jamais on a été faire, je crois qu'elle a été une ou deux fois à la ZAVEP pour cette fameuse réinsertion. Enfin, c'est quoi? C'est du discours, c'est tout. Hein. Mais l'expertise psychiatrique, elle n'a jamais faite. Alors moi, par contre, j'y réponds. Dans le cadre de la mise en examen, procédure d'instruction, j'y réponds bien sûr avec un appel devant la chambre de l'instruction. Et ensuite, alors forcément, ça marche pas. On part ensuite vers la cassation. Donc on a fait tout ça, quoi. Donc mémoire, etc. Et en attendant, pas d'expertise de psychiatrie. Alors tout récemment, ils ne savent pas comment faire. Vous voyez que Sandrine n'est pas partie en détention provisoire parce que si on ne soumet pas tout ça, normalement, vous êtes quand même menacé en bas de page pour vous dire vous allez en tôle. Oui, en détention provisoire parce que vous n'êtes pas soumis à ces choses-là, quoi. Et donc, elle ne s'y est pas soumise. Contrôle judiciaire, elle ne s'y est pas soumise. Et récemment, eh ben, pour dire que ça, c'est des petites notes, et je vous l'apporte parce que ça veut dire que la résistance, c'est ça, c'est que ça marche un peu. Je sais pas, elle n'a pas récupéré sa fille, mais ça marche parce que il y a une modification du contrôle judiciaire où elle a retrouvé tous ses droits, sauf de se rendre sur le lieu de placement de sa fille. Mais elle a récupéré tous ses droits. Plus de signature, plus de machin, ouais, plus de tricotage, et c'est une avancée. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça fait 2 ans. Mais il y a une avancée. Et voilà. L'expertise psychiatrique, alors oui, c'est ce que je voulais dire. Donc le fait de ne pas vouloir, là pareil, hein, chambre de l'instruction, cassation, et puis rien de depuis. Sauf que la juge d'instruction a trouvé un moyen, c'est de réunir elle a récupéré un dossier médical de Sandrine pour finalement demander à un juge d'instruction de faire son analyse sur les pièces médicales en main. Donc pas de Sandrine, juste des pièces où tout peut être fait n'importe comment aussi, quoi. Voilà. Mais ça veut dire aussi qu'ils ne savent plus quoi faire pour arriver à leur fin. Ça, c'est un signe d'avancée, de victoire. Enfin, pour moi, vous voyez, je suis optimiste, mais il faut se battre. Ça, c'est clair. C'est clair. Donc, je vais rajouter un mot sur l'expertise psychiatrique. Si ça vous arrive, il y a moyen d'y répondre aussi, parce que vous n'avez pas l'obligation à vous y soumettre. Alors ça, c'est ma propre analyse. Attention, parce que je pense avoir raison, mais toujours à 95%, parce que peut-être qu'il y a un autre article que j'ai pas vu, etc. Mais j'en ai fait l'expérience, et avec des recherches, bien sûr. Il faut se référer à l'article 606 47-1 du Code de procédure pénale, qui est combiné avec l'article 706-47. Pour l'histoire de Sandrine, c'est tout simple. Alors, on a voulu l'obliger avec du faux, avant même sa mise en examen, une infraction qu'on a voulu lui créer et qui n'a pas fonctionné, parce qu'ils ont tout étouffé avec une plainte qui allait aboutir finalement pour le viol de sa fille, avec un gendarme qui a voulu faire son boulot, donc audition, expertise de la petite, et puis audition de la petite. Et un magistrat, on connaît le nom, il a récupéré ces fameux dossiers, même le dossier qui était contre Sandrine, pour une diffusion de photos à caractère pornographique. Alors, Sandrine n'a fait qu'une chose. Elle a pris contact avec une avocate, elle lui a envoyé par mail des photos d'un médecin qui avait fait des photos pour prouver le viol, et parce qu'il y a des certificats médicaux quand même, faits par un médecin généraliste avant tout, et après un spécialiste qui prend des photos et rédige quelque chose. Ça, elle envoie à cette fameuse avocate. L'avocate, donc, elle a forcément qui fait partie du milieu de Clermont-Ferrand, donc si elle fait un signalement de diffusion de photos à caractère pornographique de la part de Sandrine, oui, l'avocate. Oui. Donc, pour signaler ce que fait Sandrine et adresser au procureur. Le procureur, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il actionne, crée une procédure et Sandrine a été auditionnée là-dessus, quoi. Mais alors, comme le substitut du procureur, son adjoint, a récupéré l'histoire de la plainte qui mettait en danger ce beau monde, et en même temps, il y avait cette fameuse procédure montée à partir de l'avocate, tout a été étouffé, quoi.
mais c'est quand même resté dans leur mémoire parce que en cours de la mise en examen, oblige Sandrine, auquel on a résisté par les procédures d'instruction, une expertise de psychiatrique qui, alors j'en viens au fait, ne peut se faire obligatoirement que dans un cadre, que dans le cas de 15 infractions. Alors, ce qui se rapproche de son cas, c'est cette diffusion de photos à caractère pornographique. On veut l'obliger d'avoir une expertise de psychiatrique. Alors, je vous le dis ici de tête, vous regarderez ou vous notez, hein, on est dans le 706-47-1 du Code de procédure pénale, combiné avec le 706-47, qui relate toutes les infractions qui permettent de pouvoir faire obligatoirement une expertise de psychiatrique, et rien d'autre. Moi, j'ai rien trouvé d'autre. Alors, là concernant, c'est la linéa 11. Ben voilà, je voulais au moins vous le signaler. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est intéressant à savoir quand même. Parce qu'on se fait piéger, on est complètement ignorant. Je vous dis, on est quand même ignorant face à tout ça. On nous cache tout, de toute façon. Et ce sera à nous aussi d'aller chercher les infos, quoi, comme on le fait, petit à petit, quoi. Et c'est pas évident, quoi. Hein. Tout ça, je ne savais pas. C'est vrai que c'est beaucoup de recherche, beaucoup de travail. Et aussi, on arrive à comprendre parfois le droit grâce à la jurisprudence. Enfin, c'est pas direct, quoi. Vous voyez, vous avez le code pénal, le code civil. C'est bien, c'est gentil. On a les articles, mais faut vraiment jongler. Et là, c'est ma bataille avec une procédure d'instruction. C'est en fait notre arme, c'est la procédure civile ou pénale, parce que c'est là qu'on est dans la démarche. On n'est pas avec un texte de loi qui dit que c'est une infraction. Avec le juge d'instruction, il y a des droits déjà pour la partie, et là on fait des demandes d'actes, mais aussi des erreurs qui sont faites par les juges d'instruction. Il y a 2 juges d'instruction qui ont été déplacés. La deuxième, elle lui a dit carrément, moi aussi je suis viré. Donc grâce à des écrits que j'ai faits, mais dans le droit, quoi, j'ai rien inventé contre ces juges, mais je pense qu'ils se font quand même casser parce qu'ils n'appliquent pas le droit. Donc il y a quand même quelque chose derrière. Ou alors, tout simplement, c'est parce que ils mettent en danger le système, parce que ils sont dévoilés, quoi. Ça, je le vois dans la police. Quelques officiers qui ont été voir un commissaire, même à Nice, et il est parti à Paris au lieu de rester aux côtés d'Estrosi, quoi, parce que j'ai dénoncé. Alors, c'est vrai que je m'attaque à quand même des gens qui peuvent être dangereux, peut-être, j'en sais rien, mais je fonce. Il y a que ça. Sinon, on est vraiment commandé par la mafia actuellement, quoi. Donc, faut arrêter. Et voilà. Donc, j'arrive à l'internement sans consentement. Ça, je viens de le travailler. Donc, c'est effroyable. Parce que maintenant, à partir de 2018, je connais son histoire. Et quand je dis je connais l'histoire, c'est pas ce qu'on me raconte, c'est toujours dans les écrits. Hein. Donc, je reprends tout le dossier médical, tout ce qui a été écrit, tout ce que j'ai en main. Ça corrobore parfaitement, et même encore plus, j'en apprends plus que de la bouche de Sandrine, c'est que je vois ce qui a été fait par l'ASE, à partir, alors provoqué simplement par une dénonciation, parce que Sandrine se plaint à l'ASE qui vient à retirer sa fille parce que il y a déjà un certificat médical qui là parle de viol quand même. Enfin, je veux dire, de soupçon, on va parler d'un médecin généraliste qui fait un certificat médical, donc la première des choses, c'est bien évidemment faire constater puis faire agir la justice. Sauf que, au contraire, ça devient un danger pour tout le monde, à Clermont-Ferrand. Donc, certificat médical qui est donné à l'ASE qui vient la harceler chez elle parce que elle n'emmène plus sa fille à l'école. Elle a 4 ans à l'époque, 2018. Donc, elle a 4 ans. On est en fin d'année, on est au mois de juin même, quand ils viennent. Donc, ils viennent à domicile. Lui demande simplement ça, et Sandrine, on va dire, fait l'erreur, évidemment, mais bon, Sandrine essaie de s'en sortir, elle appelle au secours, l'ASE, les gens qui s'occupent déjà de sa fille, enfin sa fille est avec elle, sauf qu'il y a quand même une AMO là-dessus, enfin, etc. Donc, viennent lui dire la menace de ramener la fille à l'école. Voilà, donc il y a plusieurs choses qui font que, d'un seul coup, elle se retrouve avec les flics à la maison, l'ASE, et tout par la force. Et sans jugement. C'est-à-dire que le jugement, elle découvre, après un internement de plus d'1 mois, dans sa boîte aux lettres, une copie, sans notification. Vous voyez bien que tout, enfin, c'est fort. Ils ont bien eu raison de faire ça parce que on se prépare à autre chose maintenant contre ces gens-là, quoi. Et les flics et mes chers collègues, pareil.
Parce que mes chers collègues, ils sont rentrés, ils ont agi en flagrant délit. Ils viennent chercher la petite par la force, et en fait, tout ce qu'ils font dans le domicile, dans l'appartement, c'est un vrai flagrant délit dans leur action. C'est-à-dire que arrachage de la petite de ses mains, violence sur la mère, sur la petite, perquisition, hein, tout est permis. La perquisition, c'est du flagrant délit, bien sûr. On n'est pas dans un mode de placement, ce qu'on veut. Donc, perquisition des chambres pour chercher le carnet de vaccination, les fringues et tout ça. Avec la enfin, je veux dire, les flics font ça. Donc, c'est du vol. C'est carrément du vol avec une violation de domicile. Et on commence là sur une détention arbitraire, menottage. Je connais mon métier, l'article puissant 3 du Code de procédure pénale. Alors je l'ai relu bien sûr parce que je voulais voir ce que ça disait. C'est-à-dire que quand vous menotez quelqu'un, en plus dans ce cadre-là, il n'y avait pas lieu bien sûr, à la vue du public, des voisins, etc., menotter dans le dos deux hommes costauds sur une femme comme Sandrine pour l'enfourner dans une ambulance avec le préfet qui attendait en bas et son adjoint. Voilà, en tenue. Donc, on n'y comprend plus rien, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment, franchement, politique. Ça le devient, quoi. Et donc, tout ça, on démarre sur une détention arbitraire. Alors, quand j'en arrive maintenant à l'internement sans consentement, alors là, ce que je vais vous dire, c'est pour chacun, parce qu'on est tous exposés on est tous exposés à ça à tout moment, bien sûr, quand on est dans la résistance. C'est soit la tôle, avec une condamnation, moi, ils me l'ont fait, parce que j'en reviens à moi un petit peu, c'est pas très grave, mais quand même, j'ai mon honneur, ma dignité. Là, ils m'ont flingué cette année-là, c'était en 2019. Ils m'enlèvent mon gamin, séquestre, machin, etc. Il avait 15 ans, mais ça peut se faire si mon fils doit vivre chez sa mère, ça peut se faire autrement et légalement, parce que eux, ils vous obligent à passer par la voie légale, eux, tout est permis, et ça a été fait sauvagement, quoi. Et où est-ce que je voulais en venir? Là, j'ai eu un bug. Ouais, je suis revenu sur moi pour donner un exemple. Ouais, ben, bon, ça me reviendra. Tu parlais de. Tu parlais de Sandrine, hein, d'accord? Et tu as fait un comparatif par rapport à toi. C'est pas grave. C'est un bug, pardon. C'est que tu es fatigué, alors. Un peu, ça commence. Et j'en étais pour Sandrine, oui, où on l'embarque. Et puis, l'internement. Je m'oublie, c'est pas grave. Donc, ouais, on parle dès le début. C'est les droits que je voudrais vous apporter en cas de résistance. C'est là-dessus que je voulais partir. On est tous dans la résistance, donc tous exposés à des fameuses condamnations. Ça me revient, vous voyez, j'en reviens à moi. C'est que j'ai été condamné pour 2 mois de sursis pour non-présentation d'enfant. Fin 2015, alors j'avais un accident de moto, enfin, etc. Et puis, fin 2015 et en 2019 à Poitiers, 2018, ça me rattrape, dossier, enfin, tout est fait. Et c'est là que, dans une plainte, je vais déposer, le gendarme, donc sans avertissement avant ni quoi que ce soit, sans avis, me sort les plaintes de la mère de mon fils. Et on part sur un jugement en 2019 avec du faux, enfin, tout est faux du début à la fin. Bon, voilà, si je parle de moi brièvement là-dessus. Voilà, donc arriver les droits qu'on peut avoir en cas d'internement, sans consentement, et surtout de la façon que ça s'est fait pour Sandrine, on voit que au cours du dossier, tout est fait bien évidemment en faux, et surtout, on ne lui a pas donné ses droits. Alors, l'internement sans consentement, c'est tout simple. Il y a eu une réforme en 2011, une modification en 2013, et vous avez des droits absolument, on doit vous les donner dès le début. Alors là, on en revient un peu à la garde à vue, mise en examen, voilà, donc ça ressemble. C'est-à-dire, vous avez des droits. Et celui qui vous donne vos droits, qui doit contrôler ce qui se passe dans un hôpital, et c'est pas drôle, c'est pas une prison, c'est pire, vous êtes enfermé là-dedans, vous en sortez pas, quoi. Et c'est le JLD, le juge de la liberté de la détention, qui doit être avisé immédiatement. Enfin, vous avez le droit, déjà,
le patient doit être avisé dès le premier jour, dans les 24 heures. Alors, vous avez un premier certificat médical dans les 24 heures. Après 72 heures, soit vous restez, soit vous partez suivant les avis médicaux, quoi. Mais dès le début, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous isolent. Alors là, j'ai consulté. Il y a encore matière à regarder, mais on est dans le droit européen. C'est absolument interdit de faire perdurer une période. Pourquoi pas, pour des choses vraies, vous êtes enfermé dans une chambre pour vous sécuriser, etc. Ça veut dire une journée, le temps de la colère. Mais quand ça dure 8 jours, comme pour Sandrine, c'est complètement illégal. C'est que aucun contact dans une chambre blanche et elle voit personne. Donc on ne guérit pas la personne, le patient. On est en train de le détruire, tout simplement, parce que c'est pas ce qui lui arrive à ce moment-là. Sa fille est cassée en même temps. Et imaginez, il n'y a plus qu'à se taper la tête contre les murs pendant 8 jours. Sauf que aucun droit lui a été donné. Donc c'est déjà très grave. Et donc jamais de JLD qui approche, qui vient normalement contrôler, parce que s'il était venu, à ressortir aussitôt. Elle y est restée 20 jours, avec une levée, alors adressée au préfet, une levée de la mesure, de soins sans consentement, etc. Et dans la même journée, alors c'était à l'arrivée le 19, donc le 23, donc mais elle est restée quand même 8 jours en isolement, donc elle ne courant de rien, pas de notification de ses droits, pas de notification de ce qui est décidé par les médecins, et finalement, dans la même journée, il s'est passé quelque chose, ils ont peut-être pris conscience que si le JLD était avisé, le juge, ça n'allait pas se passer comme il espérait, quoi. Donc, il cache tout. Ça veut dire que personne n'est au courant, ils la gardent, ils refont un écrit, un courrier, un certificat, quoi, tout simplement, pour dire que finalement, Sandrine Henriot est enlevée, mais qu'elle est consentante pour y rester encore presque 20 jours. Voilà. Mais elle est pour vous, bien sûr. Alors, ce qui est plus terrible, voilà. Donc, ce qui est plus terrible là-dedans, c'est que c'est pas simplement un isolement, un internement jusqu'au 20 août, ça fait plus d'1 mois. Donc, pas de contact avec sa fille, sa famille, etc. Sa mère la retrouve complètement anéantie. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement parce qu'on adopte de médicaments. Sandrine connaît, elle est dans le milieu médical, donc elle sait ce que c'est, moi je ne sais pas, les tertions, etc. Avec des doses pour des chevaux, quoi. Enfin, donc elle est complètement détruite là-dessus. On a eu pour 1 mois à se redresser, et sinon plus, parce que ça nous suit longtemps, quoi. Donc voilà, donc j'en suis, moi. Ouais, j'ai relevé quelques infractions qui sont. Il y a plus que ça dans tout ça, parce que j'ai vraiment espéré. Alors, on est dans le code de la santé publique, donc pour dénoncer tout ça, c'est des violations du code de la santé publique. Ce qui est intéressant pour justement en savoir un peu plus, je commencerai par l'article L3215-1 du code de la santé publique. C'est simplement le directeur de l'établissement peut être sanctionné comme du pénal, d'une peine d'emprisonnement d'1 an avec 15 000 € d'amende. C'est ce qu'elle a fait, la directrice. Voilà. Une deuxième, qui est très bien, c'est l'administration de substances nuisibles, l'article 222-15 du code pénal. Donc on l'a forcé. Alors là, pareil, je reviens au code à la CEDH. Il n'est pas admissible de forcer les gens. C'est des patients, hein, c'est rien d'autre. Hein, c'est pas des prisonniers. Hein. Donc on force à 4 personnes. On lui tient les bras et on lui enfonce les pilules sous la langue et pas que ça, je sais pas, il y a du liquide et puis des cachetons, quoi. Et ça, 4 fois par 24 heures. En pleine nuit, ils arrivent, on continue. Et ça pendant 1 mois, plus d'1 mois. Alors, imaginez les dégâts. Hein. Donc, moi, j'ai relevé l'infraction d'administration de substances nuisibles. Voilà. Donc, j'ai tout dans les écrits, là, je pourrais vous lire même les condamnations, etc. Enfin bon, en tout cas, ça existe. Et alors la plus forte, alors celle-ci, elle est très forte parce qu'on change de cadre complètement quand on dénonce dans ce qui lui arrive et ce qui arrive à d'autres. C'est l'article 432-4 du code pénal. Alors je vous le dis quand même parce que cette infraction est géniale, parce que tout le monde est enfermé pour 30 ans, tout simplement. C'est pas mal, non? C'est ça la révolution. Pour inverser la tendance.
Parce qu'eux, ils nous enferment, et maintenant, il va falloir, je dis pas qu'on va les enfermer 30 ans, mais il faut leur mettre dans la gueule, et puis avec la force, même de groupe, j'allais dire, oui, aussi, mais, vous voyez, il faut quand même, se redresser, quoi. Donc, je le dis quand même, le 432-4 du Code pénal. Et là, ça concerne aussi bien les flics que le monde hospitalier, etc., etc. Alors, forcément, moi, l'infraction, je vois, c'est escroquerie au jugement en bonne organisée. Enfin, il y en a plein d'autres. D'ailleurs, j'ai marqué, pour votre information, je relève 15 infractions pénales pour Sandrine dans son dossier. Alors, son dossier, c'est que 2018, hein. Parce que 2018, on est en 2023, ça continue, hein. Je vous parle d'une mise en examen en 2020-2021, quoi, ça continue, une privation de liberté, enfin, etc. Donc, c'est une persécution depuis 2018 minimum, sans parler des problèmes avant. Et là, je parle dans le dur, c'est-à-dire que là, en 2018, on en crève, quoi, hein. C'est tellement violent que, enfin voilà, moi, le simple fait d'avoir été voir le psychiatre, c'était très violent. Alors, imaginez ce que certains peuvent vivre quand on est enfermé, on enlève le gamin et tout ça. On m'a fait des choses, moi aussi, par rapport à mon fils, mais là, c'était mesuré pour ceux qui subissent tout ça, quoi. On doit crever même à la fin. On n'en peut plus, quoi. Et donc, 15 infractions au code pénal pour juste l'affaire que je suis en train de vous raconter, de 2018, internement, etc., enfin, violation de domicile des flics, enfin, etc., etc. C'est pas mal, 15 infractions. Dont une que je vais vous dire, qui est très forte. Concernant la CEDH, je ne monte pas plus haut, j'en compte, j'ai cru marquer combien, 8 violations des droits européens. 3, 5, 6, 7, 13, 14, 17, article 1 du protocole numéro 12 de la CEDH. Ben voilà, donc il y a tout ce qu'il faut pour montrer quand même qu'ils abusent un peu. Voilà. Ouais, je vais le dire. Non, je voulais quand même passer là-dessus pour montrer que la gravité des choses. Le 432-4 du Code pénal. Alors, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée de mission de service public, l'ASE, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle et puis de 7 ans d'emprisonnement. Alors, concernant l'internement, parce que j'ai eu une petite hésitation quand même, pour moi c'est une détention arbitraire, et j'ai quand même vérifié, et ça l'est, parce que c'est peut-être un internement, mais on tombe dans le cadre de la détention arbitraire. Comme peut-être une garde à vue, hein, voilà, c'est vraiment quand vous êtes privé de votre liberté, ça devient grave, on n'a pas le droit. Sauf des exceptions, forcément, flagrant délit, si on chope quelqu'un qui vient de faire tuer quelqu'un, on peut l'enfermer. Ben voilà quoi. Et je continue, et c'est là que ça devient très intéressant, c'est que lorsque l'acte attentatoire, donc de privation de liberté, consiste à une détention ou une rétention d'une durée de plus de 7 jours, alors vous comptez pour Sandrine, je sais pas, 21, 22 jours, je sais plus, la peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle. Tout est parfait, sauf qu'on a affaire forcément, je parle des juges, des procureurs, évidemment on n'est pas sûr de gagner, mais il y a quand même de la matière. Il faut la poser, cette matière, pour montrer ce qu'ils viennent de faire. Au moins, la vérité est dite, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire jusqu'à maintenant, et ça va se faire dans peu de temps, c'est-à-dire toute l'histoire de Sandrine va être étalée au grand jour grâce à ces plaintes, à ces écrits, quoi qu'il se passe au bout, mais à un moment donné, il va bien falloir que ça éclate au grand jour, quoi, réellement, quoi. Ça le fait. Non, il y a des gens qui sont connus sur les réseaux sociaux, donc les choses sortent, quoi. C'est déjà ça, quoi. Et puis, bon, voilà, c'est une belle infraction. Donc, mes collègues sont enfermés, les médecins, l'ASE, le service gardien, 30 ans, tous derrière le grillage, et on va les voir après. On leur apporte des oranges sans eux, mais ils ne les prennent pas. Donc, voilà. On amuse un peu, bien parce que c'est tellement très lourd que voilà. Donc après, dans cette histoire de tout ça, détention arbitraire, il y a quand même faut regarder le code de l'organisation judiciaire. Alors c'est l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. L141-1. Alors là, on met l'État face à ses responsabilités.
faut pas l'oublier, lui. D'ailleurs, le déni de justice, etc., on dépose plainte contre l'État pour ce qui se passe, pour ce qu'il laisse faire en dessous, c'est-à-dire les juges, les procureurs, etc. On dépose plainte contre l'État. Il y a plein de choses à faire dans le droit. Hein. Moi, je découvre plein de choses. Il y a tellement de choses à saisir et à expérimenter aussi pour voir comment on avance. On en est dans cette phase-là pour l'instant, quoi. Alors, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public, de la justice. Et la responsabilité est engagée de l'État pour des fautes lourdes ou un déni de justice. Ça, c'est donc à inscrire dans votre plainte. Vous demandez à l'État de vous faire, de réparer ce temps perdu. C'est-à-dire que c'est plus que du temps perdu. Vous êtes enfermé pendant je ne sais pas combien de temps illégalement. Donc, et je vous rassure, parce que si l'État paye, à mon avis, ceux qui sont en dessous, je parle des flics, je parle de tous ceux qui font du fou, à mon avis, ils traitent quand même un peu, quoi. Parce que quand l'État doit payer, pour réparer votre préjudice, il faut que d'autres payent de dessous, on ne le sait pas, mais ils sont peut-être virés, ou etc. Quoi. Mais dans une histoire comme ça, il est mêlé le Conseil de l'ordre des médecins. Alors je parle, et forcément, il y a le procureur en premier lieu, le procureur régional, etc. Et où ce qui est concerné, c'est l'ordre des médecins. Donc ça doit aller secouer un peu si on en voit là-bas aussi. Et les JPN. J'ai écouté les JPN en tant que victime, ils sont venus. Ça va très vite. S'il y a un procureur qui dénonce, il est obligé. Les JPN, pour ce qui s'est passé à Clermont-Ferrand, par exemple, ça, je l'ai écouté en tant que victime, je veux dire, dans les 3 jours qui suivent, une plainte, les JPN et dans le commissariat. Alors ça, je les ai vus. Alors après, ça se passe autrement, parce que moi, ils ont orienté comme ils voulaient pour sauver la tête de certains officiers, quoi. Ça, c'est autre chose. Mais il n'empêche qu'ils descendent. Donc ça fait le grand bas dans le système, dans toutes les institutions. Ça, c'est le but. Il faut les secouer tant qu'on peut, sans rêver de 30 ans de tôle ou de récupérer les enfants tout de suite. Mais à force de les secouer comme ça, c'est ce que je fais moi depuis pas mal d'années, flic ou juge, et ben ça marche. Donc imaginez si on fait ça un peu dans cette directive-là, dans cette action. Moi je pense, j'y crois vraiment. Ouais. On va dire que j'ai expérimenté les choses depuis plusieurs années, et si on était vraiment dans une dictature fermée et impénétrable, je pense que j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ça veut dire qu'ils sont quand même frileux. Ou il y a peut-être aussi des années là-haut. Mais il se passe des choses. Ah ben, déjà. Oui. Vachement plus vite. Oui, ben je... Donc, maintenant, j'en reviens au jugement. C'est ce qui est très intéressant pour tout le monde, c'est que il me semble avoir trouvé des clés, des clés juridiques, peut-être, parce que je vois que d'autres ne le font pas, dans les jugements. Dans certains cas, vous devez avoir la formule exécutoire pour faire ce qu'ils font, c'est-à-dire venir chercher l'enfant, intervenir comme ils le font, etc. Tout jugement sans cette formule exécutoire. Alors, on est dans l'article L111-3 du Code des procédures d'exécution, que je ne connaissais pas. On doit avoir une formule exécutoire en fin de jugement pour dire que les forces de l'ordre, l'huissier, etc., peuvent intervenir, rentrer chez vous et embarquer votre enfant, quoi. Sinon, ils peuvent pas. Donc, le but, c'est comme tous les jugements que j'ai vus, ça doit exister quand même dans d'autres, mais en tout cas, moi, je l'ai jamais vu. C'est-à-dire, s'il n'y a pas ça en bas de page, en fin de page, ils peuvent pas récupérer comme ils le font, et surtout par la force comme ils le font, ils peuvent pas récupérer l'enfant. Et donc, là aussi, il y a un moyen de résistance, c'est de ne pas ouvrir la porte et dire non, tout simplement, aller jusqu'au bout des choses. Alors, je te dis, je l'ai jamais vu, mais j'ai récupéré ça quand même sur Internet. Je vous la lis en vitesse. En conséquence, la République française demande et ordonne à tout commissaire de justice sur ce requis de mettre le dit arrêt ou le dit jugement, etc. Où est à exécution, procureur généraux, procureur de la République, près des tribunaux judiciaires, d'y tenir la main à tout commandement et officier de la force publique, de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le
présent arrêt ou jugement, etc., a été signé par machin, enfin voilà. Voilà, c'est ça, ou peut-être, il n'y a pas de force exécutoire. Bah, tu peux pas, ils peuvent pas intervenir comme ils le font par la force. C'est une force exécutoire. C'est-à-dire que tu peux rien dire, ils rentrent et puis emmènent ton gamin, enfin, ils font ce qu'ils veulent. Oui. Ah, le jugement par lui-même, normalement, alors il y a quand même une hésitation de ma part parce que je découvre ça il y a peu de temps, à savoir si le jugement est bon s'il n'y a pas cette phrase, ça à vérifier. Donc il n'aurait pas de bon. Hein, d'accord. D'accord, ouais. Ouais. Par exemple, la SE se ramène, toc toc, on vient avec la force, machin, on dit non, etc. Il y a jugement, il n'y a pas de force exécutoire, etc. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se retourne, alors la SE disparaît, et puis ils vont se plaindre. Alors c'est là un jeu qui peut être bon, bénéfique pour tout le monde, parce que on voit les jugements, comment ils sont faits, ils sont en faux, etc. Sauf que la SE va se retourner vers le juge de l'exécution, des exécutions, pour dire il faut cette formule pour aller chercher le gamin. Alors lui, là, on a affaire à un juge qui va quand même vérifier le dossier. Si tout est fait en faux, il va prendre une responsabilité. Donc, il ne va pas forcément suivre, avoir. Mais eux, ils vont se retourner vers un autre juge pour avoir cette force exécutoire. Ah oui, oui. Voilà. Non, mais de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, on est dans une action et avec le droit de résistance, parce que vous voyez bien qu'en face, ils s'en foutent du droit, ils contournent, ils nous ont habitués enfin, nous, dans l'ignorance, à faire des choses, quoi, illégalement. Et on s'y est habitué, on n'a pas vu, quoi. Et donc, il faut revenir avec le droit, et puis résister quand on n'est pas dans le droit, quoi. Donc, ah oui, voilà. Alors, dans ce L 111-3, seuls constituent des titres exécutoires, ces décisions de juridiction d'ordre judiciaire, de l'ordre administratif, lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré par exécutoire. Conféré force exécutoire. Après, le quatrièmement, enfin, qui nous concerne tous, c'est les actes notariés revêtus de la forme exécutoire. Alors, si un huissier arrive avec sans cette formule, c'est pas possible. Alors j'ai mis comment échapper à l'exécution provisoire d'un jugement. Alors vous avez un jugement, alors là j'y vais prudence quand même parce que j'aborde le sujet depuis peu de temps. On est dans l'article 514 du Code de procédure civile. Les décisions de première instance sont de droit exécutoire. C'est là que j'ai une petite hésitation. Vous voyez, je suis pas au bout de mes recherches parce que finalement, si on les entend à l'article 514, en première instance, d'office, c'est exécutoire. Mais après vérification au Conseil, il faut quand même cette formule exécutoire. C'est juste ça à vérifier. Bon, bah, très bien. Voilà. C'est ce que je pense. Mais il y a quand même cet article 114 qui me gêne un peu dans ce qu'il dit. Voilà. Aussi. Parfait. Très bien. Donc, comment réagir? Parce que comment échapper à l'exécution provisoire d'un jugement? Alors, même si l'enfant est enlevé, forcément, il faut réagir immédiatement. De toute façon, dans tous les cas, ça ne mange pas de pain. Il faut, sur un jugement de juge d'enfant, c'est de faire une déclaration d'appel dans les 15 jours. Ça, il faut le faire. Enfin, c'est clair. Parce que après, vous avez le temps, avant une audience sur le fond, je vais passer les 3 étapes. Il faut voir des conclusions, etc. Évidemment, pour se défendre de ce qui se passe sur le fond déjà et sur le droit aussi. Mais à savoir que on vous enlève l'enfant, déclaration d'appel avant tout, obligatoirement. Et là, à partir de là,
vous devez faire un courrier. Alors là, on est dans l'article 514-3 du Code de procédure civile, et vous vous tournez vers le premier président de la Cour d'appel. Le premier président, c'est pas la Chambre des mineurs, hein, c'est le premier président de la Chambre. Vous vous placez à la Cour d'appel, premier président de la Cour d'appel, pour lui demander d'annuler ce jugement. Alors j'ai la formule. Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Évidemment, on est dans l'excessif à 100%, donc il faut y aller à fond, quoi. Déjà, premier président de la Cour d'appel à prévenir, enfin c'est une demande, hein, d'annuler, une demande, comment c'est formulé, de saisir, enfin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision. Donc ça, je suis sûr, moi, que plein de parents passent à côté de ça. C'est évident. On attend les conclusions au bout, machin, comme moi j'ai fait avant. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un élément en plus à saisir pour se battre dès le départ, quoi. Alors, il faut savoir que l'article 502, là, j'en reviens avant l'article 514, c'est que l'article 502 du Code de procédure civile dit bien nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire. Alors, vous voyez, l'article 502 le dit bien, à moins que la loi n'en dispose autrement. Voilà. Donc, je fais vite, Christophe, rassure-toi, j'arrive à la fin bientôt. Les exceptions de nullité. Alors, on les a à l'article 112, à l'article 121 du Code de procédure civile. Alors, les exceptions de nullité, vous avez différentes formes. On a les vices de forme, vices de fond, et il y a moyen d'agir aussi sur ces vices qu'on retrouve immédiatement. Par contre, il faut que ce soit fait simultanément. Dénoncer, alors nous on l'a fait il y a peu de temps, dénoncer. Je n'ai pas vu de texte pour dire où l'envoyer exactement, on l'a envoyé au procureur de la République. Pour dénoncer alors c'était carrément du faux intellectuel, carrément, donc c'est des vices de forme. Et je vous lis l'article 113 du Code de procédure civile. Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément, appel d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. Ça veut dire que tout de suite, il faut réagir avec un vice de procédure adressé au bon endroit, au procureur, et peut-être qu'il y a une autre solution ailleurs, mais j'ai vu que ça, on l'a fait, on attend la réponse. Mais dans ce cas-là, j'ai pas vu. Non, mais je crois pas. Bon, après, alors par contre, pour les vices de forme, à savoir, on les détecte, hein, si c'est les défauts ou des. Alors, vice de fond, par exemple, c'est il n'y a pas de nom du juge, etc. Donc, c'est anéanti. Mais il faut l'adresser simultanément. Si on ne dit rien, ça continue son chemin, quoi. Mais dans les vices de forme, il y a une obligation pour pouvoir anéantir donc ce jugement, c'est l'acte, c'est d'amener un grief. Il faut, mais il faut prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Là, je ne sais pas dire l'irrégularité. Donc, il faut montrer le grief qui est au bout. Donc, forcément, Sandrine, on lui coupe les liens illégalement, complètement dans tous les droits. Il n'y a plus aucun lien avec sa fille depuis 2 ans et demi. Il y a il y a matière à dénoncer. Donc, il y a forcément un grief. Mais il y en a d'autres, des griefs. Alors, j'en viens à cette exception d'unité vers quoi, il y a 1 an, on a voulu me conduire, et je me suis aperçu de cette grave erreur qui a fait perdre beaucoup de temps, donc l'année dernière avec Sandrine, exception d'unité qui a été envoyée à 15 institutions de toutes sortes, finalement sans réponse, ou même avec réponse, où en fait on ne s'est pas damné, et ils ont perdu 6 mois de vie, et c'est important par rapport à la fille de Sandrine. C'est pas ça qu'il faut faire. Alors on peut avertir, c'est un titre informatif, aviser toutes les instances internationales, etc., tout le monde est au courant, pourquoi pas, ça se veut dire, on ne perd pas son temps là-dessus. Mais le but, c'est quand même de récupérer
le mineur au plus vite et non pas informer tout le monde avant que tout le monde réagisse et des années tournent. Ces fameuses exceptions d'unité, si on veut, c'est de faire un dossier des conclusions spéciales. Ça, j'ai découvert il y a 6 mois. Et là, je me suis dit quand même, personne n'en parle, chez les parents, les juristes ou quoi que ce soit, je comprends pas. Et ça, je l'ai vu avec des articles, mais c'est des conclusions spéciales adressées aux conseillers de la mise en état. C'est-à-dire que pour Sandrine, on avait fait une instruction de faux, on a fait pas mal de choses, ça les a ébranlés parce que la juge des enfants a été choupée de son dossier, c'est déjà ça. Mais une inscription de faux, mais après il y a des conclusions sur le fond. Alors ça, c'est adressé avant toute audience sur le fond. C'est-à-dire que dès que vous avez étayé vos conclusions spéciales avec toutes les violations de droit, on est dans la violation de droit, là, pardon, pas sur le fond, c'est adressé aux conseillers de la mise en état. Alors, vous avez le juge de la mise en état avant la première instance, pour la première instance, mais quand on se dirige vers une cour d'appel, ça, c'est la même chose, c'est le conseiller de la mise en état qui, lui, reçoit le dossier, vos conclusions, tourne les pages et regarde tout ce qui est dénoncé, évidemment. Et s'il y a un truc, alors ça, c'est dans la théorie, mais je pense que là aussi, c'est un juge qui prend d'énormes responsabilités. Il est obligé d'anéantir le jugement de base de la première instance s'il voit qu'il y a des violations de droit dénoncées. Voilà. Et ça, c'est avant l'audience sur le fond. On n'est pas avec le président devant une cour d'appel, c'est avant. Voilà. Alors, c'est peut-être que c'est soulevé après, en début d'audience, j'en sais rien, mais il faut absolument adresser ces conclusions spéciales avant tout jugement sur le fond. Sinon, c'est piteux. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté. Je dis une nouveauté, c'est dans le code de procédure civile. Ouais, ben, moi, je connaissais. Non, mais pas nouveauté dans le code pénal, dans le code. Je parle dans ce que savent les gens, et j'ai l'impression que personne ne le sait. Moi, je le découvre, il y a 6 mois. Oui, j'en ai parlé avec des juristes. Oui, ils cachent. Alors moi, maintenant, j'ai presque une certitude que tout ce beau monde nous cache. Oui, non, mais là, il y a ça, c'est une judiciaire. Voilà. Donc ça pour moi, c'est des clés. Sincèrement, j'ose croire. Donc c'est à exploiter, à reparler, à travailler. C'est encore 10 minutes d'or. Non, 9 minutes 50. Et, Et elle savait qu'on pouvait faire des tracts, donc on n'a pas eu le temps de faire des tracts. Elle s'est dessaisie du dossier une demi-heure avant l'audience. Ça a fait un bordel monstre au tribunal de Pau. Ils ont désigné 2 juges après. En 3 mois, ils ont rendu des comptes. mais complètement.